Et ben voilà, on est parti. Est-ce que vous pouvez me confirmer que tout fonctionne bien? Très, Ouais, très bien. Magnifique. ça marche. Et ben bonjour à tous, bienvenue dans cette session Action et Prévention. Donc on est sur le dixième webinaire aujourd'hui que l'on anime tous les mois, du coup pour nos chers amis décideurs RH et prévention santé. Bonjour Marine. Nous allons nous intéresser aujourd'hui donc à un sujet ô combien d'actualité, la santé mentale au travail. Et on a choisi comme angle de travailler sur le volet comment le repérer et comment agir face aux signaux faibles hein, que l'on pourrait avoir, aussi bien en tant que profil RH, que profil manager ou que collaborateur. Voilà, donc j'en dis pas plus à ce stade, puisqu'on va dérouler tout ça ensemble juste après. Donc le rendez-vous Action Prévention, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est un rendez-vous qui est vraiment dédié aux décideurs du secteur de la santé au travail, hein, qui sont vraiment menés. Donc on a principalement tous les métiers autour du pôle RH et tous les métiers autour de la santé au travail ou du HSE. Voilà, donc tous ces profils-là sont bienvenus. L'idée, c'est que vous puissiez rencontrer l'un de nos experts qui intervient sur le sujet du mois et qu'on puisse avoir donc un temps d'échange, hein. Vous allez le voir, on va être sur un format d'interview. Et puis après, surtout, on va rester connecté aussi à la fin pour une session de questions-réponses. Voilà, donc on est vraiment sur un format interactif. Je vous le dis dès maintenant, pour toute question que vous aurez pendant la session, faites-vous plaisir sur le chat, puisque c'est fait pour ça, donc j'ai un œil dessus. Donc sentez-vous libre de poser toutes les questions aussi pendant la session, puisque Xavier, que je vais présenter juste après, se fera un plaisir d'y répondre. Au niveau du planning, donc on est sur le deuxième de l'année. On a eu le plaisir déjà d'animer une première session sur les fondamentaux autour des RPS pour ceux qui étaient présents. Je vous remets tout de suite le replay dans le chat et vous retrouvez d'ailleurs aussi notre chaîne AEP du coup sur laquelle vous avez l'ensemble des sessions qui ont été réalisées depuis plus d'1 an maintenant. Donc, on va aujourd'hui s'intéresser à la santé mentale et aussi pour que vous puissiez bloquer vos tablettes. Le prochain, on peut déjà l'annoncer, donc sera le 21 avril à 11h30. On va ouvrir les inscriptions juste en suivant. Et donc, on va s'intéresser à la fameuse semaine de la qualité de vie au travail. L'ANACT a donné déjà le thème pour cette année avec un focus spécial sur les managers. Donc, on est très heureux de ce thème et on aura l'occasion d'avoir une session aussi exceptionnelle avec des partages de clients. Voilà, donc pour ceux et celles d'entre vous qui pourront y participer. J'ai un petit cadeau bonus, Xavier n'est pas au courant, mais on a le plaisir aussi, on aime bien les cadeaux chez Montmartin. On a le plaisir en fait de vous offrir de participer à un webinaire exceptionnel avec l'écrivain Alexandre Dana qui a écrit un livre sur la sédentarité. Donc là, c'est l'autre grand mal du siècle, hein, parce qu'on pense, Montmartin, que c'est l'une des prochaines grandes causes nationales. Donc pour celles et ceux aussi pour lesquels ça a du sens, vous êtes les bienvenus. C'est ouvert à tous. Vous pouvez aussi inviter même vos collègues, vos collaborateurs. C'est un événement exceptionnel que l'on va animer le 14 avril à midi pile, qui va être organisé avec notre partenaire privilégié, qui est la société Wellness Training, qui est un des leaders du sport en entreprise en France. Voilà, donc réservez aussi votre créneau, puisque ça va être un moment exceptionnel avec Alexandre en privé, que vous pourrez vivre avec nous. Maintenant que j'ai passé l'agenda, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Montmartin, je vous propose une petite page de présentation. Donc Montmartin est un acteur de la prévention santé et QVCT depuis 2017, que j'ai le plaisir de fonder. Donc je suis le fondateur. Donc en 2017, effectivement, on va bientôt fêter les 9 ans. Puisqu'il se trouve que la date d'anniversaire de Montmartin, le hasard est à un jour près de la Journée mondiale de la santé et sécurité. Donc ça, c'était pour le petit clin d'œil du secteur. Et dans les grandes lignes, Montmartin intervient donc sur les sujets que vous voyez à l'écran, mais il y en a quand même deux qui sont aujourd'hui les principaux, c'est-à-dire les TMS et les fameux aussi risques psychosociaux et santé mentale qui va faire l'objet d'aujourd'hui. Et on intervient aussi sur demande de nos clients depuis plusieurs années sur tout le volet addiction, hygiène de vie, aussi la santé publique. Je pense aussi à la prévention des cancers. Donc, ces beaux sujets sont animés sur tout un tas de formats. Pour vous la faire simple, Montmartin a un modèle économique hybride, puisqu'on est sur des
des prestations que vous pouvez acheter à la carte, hein, à l'écran, numéro 2 ou 5, donc que ce soit du diagnostic, de la sensibilisation jusqu'à la formation. Et on a aussi créé depuis 1 an et demi un modèle d'abonnement avec donc une plateforme online qui vous permet d'accéder à tout un tas de solutions sur un modèle d'abonnement aussi qui a un intérêt économique. Donc voilà, donc c'est 2 modèles qui cohabitent dans nos services et qui font le plaisir de nos 150 clients depuis 9 ans. On intervient sur tout type de secteur d'activité. Certains sont plus représentés, notamment aussi par leurs enjeux business, hein, et sur les contraintes que ça s'applique sur les collaborateurs. Donc, je pense à l'industrie, je pense aux métiers du retail et tous les métiers de conseil, banque, assurance aussi qui sont représentés. Voilà. Mais tous les secteurs sont évidemment les bienvenus. Voilà. J'ai fait court cette fois-ci pour la partie introductive, puisque je pense que vous êtes là pour avoir de la matière sur le sujet qui nous concerne aujourd'hui. Donc, je suis très heureux d'avoir aujourd'hui Xavier Chanard, l'un de nos experts qui intervient sur ces sujets. Merci Xavier d'avoir répondu à notre appel et je te propose d'en dire un petit peu plus sur toi, si tu veux bien. Eh ben, je prends la balle. Merci, Camille. Écoutez, je vais être rapide parce que l'intérêt, c'est qu'on parle de notre sujet. Mais bon, c'est toujours intéressant de se dire à qui est-ce que j'ai affaire. Donc, si vous voulez, pour me présenter, j'ai l'habitude de dire que j'ai deux métiers. C'est-à-dire que les trois quarts de mon temps, eh bien, je suis en entreprise depuis maintenant 1999, je ne vais pas dire au siècle dernier, mais bon, voilà, ça fait un petit moment. Et j'interviens sur un spectre qui va de la santé au travail jusqu'au management, qui sont deux sujets qui s'entremêlent. Voilà, et alors mes interventions, elles vont du plus sympathique quand je travaille autour d'un team building où on fait du feu d'artifice, si vous voulez, au plus intense et évidemment extrêmement complexe sujet du traumatisme sur le lieu de travail. Voilà, ça c'est mon premier métier, du coaching, de la formation, de l'accompagnement. Et puis, en parallèle, eh bien, à Boulogne-Billancourt, j'ai mon cabinet qu'on appelle cabinet de ville, dans notre jargon à nous, de psychanalyste, où je donne des consultations donc individuelles. Et c'est aussi l'occasion pour moi d'aller dans les milieux hospitaliers de temps en temps pour suivre aussi ce qu'on appelle notre activité clinique. Donc c'est assez complémentaire en fait ces deux métiers parce que ça me permet d'avoir une vision assez précise de la frontière entre ces deux mondes et puis évidemment les sujets qui se partagent et puis d'avoir un vocabulaire choisi pour ne pas aller, j'ose, ne pas envahir l'entreprise avec des mots qui sont un peu trop compliqués, qui sont souvent détachés de la réalité des managers et des collaborateurs. Donc, je m'efforce de parler deux langues en parallèle. Ça fait souvent rire les participants avec qui je travaille pour qu'on soit toujours dans un langage extrêmement concret. Mais il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui veulent aussi avoir une lecture un petit peu plus technique. Donc, quand c'est le cas, ben voilà. Donc, voilà pour moi. Et peut-être, Camille, je te laisse reprendre la main. Je te renvoie la Tout à, balle. tout à fait. Merci beaucoup, Xavier, pour cette présentation. Donc, on va passer juste après cette slide sur un format interview avec Xavier, avec une petite dizaine de questions qui sont voilà, de ce que l'on peut percevoir ou de ce que l'on nous pose au quotidien de la part de nos clients. Et donc, encore une fois, libre à vous de compléter via le chat ou la prise de parole. On évoquera aussi en deuxième partie, du coup, un cas client, hein, pour vous illustrer aussi ce qu'on va vous partager avec Xavier. Et évidemment, on finira par des axes de solutions en lien avec le métier qu'exerce Montmartin, du coup, depuis 9 ans, pour vous accompagner au mieux sur ces enjeux. Voilà un petit peu pour le menu. Et donc, sans plus attendre, avec les belles animations, on aime bien toujours commencer par une petite définition, un petit rappel du sujet du jour. Donc, la santé mentale, on trouve pas mal de définitions. Nous, on se base toujours sur celles qui sont les plus simples et efficaces et reconnues. Notamment, on pense à l'OMS ou l'ANACT. Donc, quand on parle de santé mentale, on parle d'un état de bien-être qui permet finalement de faire face à son quotidien, hein, que ce soit au travail, donc avec les exigences que cela implique, parfois des situations de stress, de rythme de travail ou d'organisation.
Et puis le niveau aussi relationnel et personnel que l'on peut vivre au sein des interactions dans son quotidien. Donc finalement, c'est un tout. Et on est dans un bon état de santé mentale, hein. Xavier me confirmera en suivant, quand on est en capacité justement de faire face à ce quotidien. Voilà. Donc, Ouais. Oui, vas-y, oui, je t'en prie. j'allais te reprendre tout de suite, enfin pas te reprendre, mais compléter ce que tu dis. Aujourd'hui, ce sont des mots qui sont employés dans toutes les entreprises, c'est un sujet d'actualité, mais ces mots, ils vont évoluer avec le temps, parce que tout ça, c'est les sciences humaines, et aujourd'hui, on en parle comme ça, et demain, on en parlera autrement. Donc, ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça veut dire pour nous. Et là, tout de suite, je me permets donc de rebondir sur capacité à fonctionner que tu viens d'évoquer, Camille, c'est-à-dire capacité à s'engager et à durer dans l'action, dans le travail, sans altération psychique. Mamma mia, voilà, les gros mots sont lâchés. Mais si vous voulez concrètement, pour parler le langage de l'entreprise, quand on parle de santé mentale, c'est faire bien son travail sans épuisement, sans tension chronique, sans migraine, si vous voulez. Et c'est ça qui est la base avant de se perdre, si j'ose dire, parce qu'on n'est pas des scientifiques, des médecins, dans des définitions complexes. C'est quoi la santé mentale? C'est quand j'arrive bien à faire mon travail sans fatigue anormale. Voilà, je te laisse reprendre la main si tu C'est veux, Camille. C'est très précieux ce que tu évoques, puisque moi j'évoquais finalement un état instantané. Et du coup, ce que tu apportes, c'est cet état aussi long terme. Voilà, c'est faut avoir cette approche sur un long terme, puisque sur une journée, on peut avoir une situation compliquée. Et ce qui est très précieux dans ton apport, c'est effectivement voilà, on est sur une vie qui est plutôt un marathon qu'un sprint. Et donc, du coup, c'est très très important de prendre en compte évidemment l'entièreté de cette définition. Oui. Donc les Et, impacts, vas-y, je t'en prie. et même pour aller encore plus loin, quand on veut faire le lien avec le management, pour le dire très simplement, si j'ai une forte charge plus un soutien, eh ben c'est soutenable. Par Ouais, contre, si j'ai une forte charge sans un soutien, eh ben c'est là que le risque commence. Voilà. tout à fait, tout à fait. On aura le plaisir à révoquer ça juste après, justement aussi dans typiquement les signaux qui doivent vous alerter. Les impacts, hein, on les reliste, mais il y en a pléthore, évidemment, que ce soit en termes individuel, excusez-moi, c'est-à-dire que voilà, on va avoir le sujet du stress, d'une fatigue qui peut être chronique pour le coup, d'un manque ou d'une perte de motivation. On pense à toute la partie physique, hein, que ce soit la partie sommeil ou des douleurs. On va tous avoir petit à petit des douleurs à des zones du corps, notamment au dos. Et enfin, au niveau collectif, hein, parce que c'est le cas de l'entreprise évidemment aussi qui nous intéresse, eh bien, on va avoir des impacts sur le niveau d'engagement, sur la présence ou non des collaborateurs au sein de l'entreprise. Donc agir, évidemment, vous êtes là aujourd'hui, donc vous avez envie d'agir. Il y a plusieurs raisons. Il y a évidemment des enjeux légaux euh, en tant qu'employeur, il y a les enjeux humains, et puis en tant qu'entreprise aussi, hein, il faut le dire, le mettre sur la table, il y a la notion aussi de performance durable qui est précieuse. Donc tous ces enjeux font que c'est un élément très très structurant, et ça fait maintenant quelques années que les paroles se libèrent, donc on en est très content. Et maintenant, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, avec aussi quelques chiffres qui sont issus d'études récentes, hein, des 2 dernières années. On voit bien qu'il y a un état, un climat social qui fait que aujourd'hui, on a un quart des collaborateurs en France, ça c'est des chiffres de Santé publique France de l'année dernière, qui se disent en mauvaise santé mentale, donc encore en lien avec la définition qu'on vient d'en faire avant. Et puis, de l'autre côté, on voit que quand les entreprises mettent en place des politiques, soit de sensibilisation, de formation, de politique QVCT, il y a un effet positif immédiat et long terme sur la santé mentale de leurs collaborateurs. Donc, on voit bien que finalement, chacun a son rôle à jouer entre un état individuel qui va être souvent impacté et un enjeu pour l'entreprise et l'employeur qui est évidemment crucial pour accompagner ces équipes sur une performance et un bien-être durable.
Donc, sans plus attendre, je vous propose d'aborder du coup la première question, hein. On a 7 questions qu'on a identifiées ensemble avec Xavier. Et encore une fois, merci aux nouveaux arrivants d'être présents. Sentez-vous libre de poser aussi vos commentaires aux questions dans le chat. Donc, cher Xavier, la première question que j'avais pour toi, quels sont selon toi les principaux facteurs de risque internes et externes à l'entreprise qui influencent en 2026 la santé mentale des équipes? Alors, je vais répondre à ta question, mais avant cela, je vais inviter tous les participants, tout le monde, à se dire, on est tous quelque part des psychologues. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tous nos antennes intuitives pour repérer ce qui va et ce qui va pas. C'est-à-dire que notre histoire personnelle, notre histoire professionnelle a fait qu'on a croisé des tas de situations, on s'est posé des questions autant sur sa santé que sur ceux qui nous entouraient. Et donc, tout ce que je vais vous raconter à partir de maintenant, ben, on n'a pas besoin d'être un scientifique, un médecin, un psychologue pour pouvoir l'intégrer. Alors, quand on parle de facteurs de risque, ben, il y a ma vie au quotidien. Ma vie au quotidien, c'est ce que je vis en dehors de l'entreprise, qui peut être lié à des difficultés d'ordre personnel. Et puis, il y a tout ce que je vais vivre au sein de l'entreprise. Donc là, avec la possibilité de vivre des difficultés d'ordre professionnel. Et des difficultés, ben, qu'on le veuille ou non, on en vit tous. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles ne sont pas insurmontables, on les surmonte, c'est la vie. Et ces deux mondes, entre l'interne et l'externe, bah, ça s'entremêle. Et quelquefois, la frontière, elle n'est pas très claire. Et il peut m'arriver en entreprise de vivre une situation difficile qui n'a rien à voir avec mon travail, au même titre que je peux avoir des pressions dans le cadre de mon travail. Et puis le week-end, tranquillement à la maison, où je pense que je suis tout à fait détaché de mon monde professionnel, eh ben, ça peut se manifester. Voilà. Donc, ce qui est intéressant dès à présent, c'est de se dire, pour comprendre ce moment où je suis en risque et je peux me sentir pas bien, eh ben, il y a un déséquilibre. Il y a un déséquilibre entre la pression que je vis intérieurement, et qui vient de l'extérieur, bien sûr, et puis les ressources pour la gérer, pour me protéger de cette tension. Voilà, en entreprise, plus vous montez les objectifs à moyens égaux, plus évidemment, on le sait tous, ça va générer une fatigue supplémentaire et même au-delà de ça, un désengagement. Et ce désengagement, c'est typiquement ce qu'on pourrait appeler un symptôme, hein. Désolé d'aller sur un vocabulaire là pour autant un peu clinique, mais ce désengagement, quelque part, on peut essayer de le compenser justement avec une approche d'accompagnement de la santé au travail et aussi bien évidemment de management. Très clair. Justement, faisant partie là un peu de ces éléments, quels sont selon toi les signaux faibles qui permettent d'identifier une dégradation de la santé mentale, à la fois pour soi-même, parce qu'il faut penser déjà à soi pour être bien avec les autres, comme on dit, il faut être bien avec soi-même, et puis évidemment l'identifier chez les autres. Voilà. Alors, on se connaît bien avec Camille, et à chaque fois qu'on se voit, on se dit pas comment ça va, mais on se dit comment tu te sens. Alors, c'est un peu un jeu intéressant parce que tout le monde peut se poser la question comment tu te sens là tout de suite. Et ce qui est important, c'est qu'en entreprise, ben, on n'a pas le droit d'aller sur le terrain de la santé intime, personnelle de l'autre. C'est l'affaire de la santé au travail, de la médecine du travail. En revanche, si on voit quelqu'un qui arrive au boulot et qui boite, on est tout à fait en légitimité de lui dire t'as mal à la jambe, quoi. Alors, cette question, comment tu te sens, en fait, elle fait référence à trois éléments qu'on connaît tous intuitivement, mais qu'on n'a pas forcément verbalisé. C'est ce triptyque, vous savez, tête, corps, cœur, homéostasie. Peut-être vous avez entendu ces noms-là ou pas. En gros, on se sent bien dans son corps ou pas. On se sent bien dans sa tête ou pas, ça veut dire est-ce qu'on arrive à se concentrer ou pas. Et puis on se sent bien dans ses émotions ou pas, dit autrement, est-ce que en ce moment j'ai l'impression que je suis plus tendu
que d'habitude. Donc, si vous voulez, les premiers signaux que vous avez quand vous allez en entreprise, en veillant à la santé de vos collaborateurs avant tout, parce que c'est dans les règles et dans la loi, eh bien, vous regardez et vous dites, tiens, il y a quelque chose qui sort de l'ordinaire. Et puis, évidemment, bah, vous allez à la rencontre de l'autre. Et là, vous lui dites, bah, comment tu te sens, on va pas dire dans ton corps, dans ta tête et dans tes émotions, évidemment, on va le dire autrement, mais on va tout de suite interroger comment ça va, comment tu te sens tout de suite. Et ça, si vous avez en face de vous un signal faible, bah, vous allez le repérer tout de suite, sans être psy, sans être médecin. Donc là, on est vraiment au cœur d'un des enjeux de la santé en entreprise, c'est s'autoriser cette capacité qu'on le fait déjà, mais aujourd'hui, il y a tellement de mots compliqués et scientifiques qu'on a peur de faire des bêtises. Donc, si vous voulez, ça nous met un peu plus en retrait qu'autre chose. Mais il faut que ça nous encourage à aller à la rencontre de l'autre, comment il se sent tout de suite. Ensuite, on va avoir des repères tout à fait professionnels qui sont, est-ce que j'observe une baisse de la qualité du travail? Est-ce que j'observe des retards, de l'isolement? Et tous ces éléments, on a évidemment des grilles de l'ANACT, par exemple, qui veillent à la santé au travail, qui nous aident à repérer cela si on veut apprendre à avoir un vocabulaire précis par rapport à ces repérages de signes. Mais nous, on va se dire, dès que je vois un changement inhabituel, eh ben, je vais me dire c'est un signal. Et ça, si vous voulez, ça décomplexe tout le monde. On se sent autorisé à dire là, il y a complètement une baisse de résultats, ça n'arrive pas chez les autres. On peut comprendre qu'il y a un client qu'on a perdu ou un changement organisationnel qui entraîne une période où les résultats vont peut-être pas être les mêmes que d'habitude, mais en même temps, je vais tout de suite aller voir ce qui se passe. Et quand je vais voir l'autre, avant d'aller même sur l'analyse du travail, ben, je vais lui demander comment tu te sens. Hein. Voilà, je reviens à mon point de Mm. départ. Voilà. Et tout ça, eh ben, ça va générer quelque part une nouvelle position de l'individu dans l'entreprise où il y a quelque part un devoir de vigilance. Et ce mot vigilance, il va devenir, je pense, de plus en plus fort dans les entreprises par rapport à la notion de santé, même si on n'est pas médecin, on n'est pas psy. Voilà. Mm. C'est très précieux ce que tu évoques et je trouve que c'est très franco-français, le côté ça va. Et c'est quelque chose que l'on a pu découvrir aussi hein, en toute transparence, même en interne chez Montmartin, suite à tes conseils. Et le fait de poser la question différemment, puisque quand on demande à n'importe qui ça va, je pense que tous autour de la table, on est d'accord que la réponse va être ça va. Et en fait, on va devoir jauger en fonction de la manière dont c'est dit, du ton. Et donc, du coup, ça va pas donner une réelle réponse. Et donc, finalement, la question que vous propose Xavier, l'alternative, je trouve, en tout cas pour la tester depuis maintenant plusieurs années, elle est très précieuse puisque bah, ça va aussi permettre d'ouvrir le champ d'un échange, en fait, et donner un signal qui est positif à l'autre en lui disant, bah, en fait, j'ai vraiment envie de savoir si c'est le bon moment pour toi, comment tu te sens. Et en tout cas, moi, je le vis, que ce soit avec les collaborateurs, des clients ou évidemment à titre personnel. Et des fois, on se rend compte que bah, finalement, la réponse n'était pas celle attendue et que ça permet voilà, encore une fois, si c'est le bon moment, en tant que manager, en tant que collaborateur ou responsable, bah, d'évoquer un sujet qui pourrait après nécessiter d'aller un petit peu plus loin s'il y a une situation, comme le dit Xavier, qui amène à s'interroger. Donc, chemin faisant, donc là, on a pu hein, évoquer effectivement les facteurs de risque et les signaux faibles qui sont des éléments bah, structurants pour pouvoir bah, jauger aussi comment ça va dans son entreprise. On va s'intéresser maintenant finalement au rôle de chacun, que ce soit en tant que RH, manager ou collaborateur. On a tous un rôle à jouer et il ne faut pas croire que comme beaucoup on l'entend depuis le début de Montmartin, que souvent c'est l'affaire des RH, eh bien non. Donc la première question que je vais te poser, Xavier, c'est quel est le rôle stratégique que les RH, euh, que vous soyez un profil généraliste ou un profil évidemment spécialisé avec une formation spécifique dans la prévention santé, quel rôle vous devez jouer dans cette prévention et dans la gestion de la santé mentale?
Alors, je connais pas évidemment les participants, leur rôle et leur mission en entreprise ou ailleurs, hein, parce que voilà, ça s'ouvre aussi au milieu associatif, à tous les environnements où il y a des groupes, notre discours. Mais c'est tout à fait intéressant de personnaliser cette question. Donc, je vais vous faire une réponse un peu généraliste, mais si vous voulez, dans un deuxième temps, on peut tout à fait préciser cela. Parce que les RH, ce qui est intéressant, avant de rentrer dans le détail de leur rôle, c'est une vision 360 dans l'entreprise. Le management, il est souvent le nez dans le guidon, hein, comme on dit. Bon, ça ne veut pas dire que les RH, ils n'ont pas aussi leurs priorités, mais ça veut dire que au niveau des collaborateurs, quand on est dans l'opérationnel en permanence, quelquefois, on a un peu de mal à prendre du recul. Donc, ce qui est très intéressant avec ce rôle des RH, c'est que c'est un peu une tour de contrôle qui a cette capacité à voir, à prendre du recul, et quand on lui apporte une problématique difficile, bah, tout de suite, elle a cette capacité, cette distance et proximité en même temps, mais qui va lui donner un regard peut-être plus objectif, en tous les cas avec plus de mesure. Donc ça, c'est très intéressant parce qu'ils vont pouvoir repérer ceux qui sont dans l'isolement. Donc, voyez, j'aurais pu vous parler du rôle du RH technique, évidemment, mais c'est un rôle avant tout humain qui est de dire est-ce que un département, un petit groupe d'individus, une seule personne, quel que soit le champ d'observation, est-ce que ce que j'observe est isolé? Et si vous voulez, quand on parle de santé mentale, l'isolement est souvent la première résultante d'une personne qui serait pas bien. Hein, quand je suis pas bien, j'ai tendance à m'isoler. J'ai tendance à m'enfermer parce que je m'occupe de moi, de mon corps, de ma tête, de mon cœur, on peut le dire comme on veut, avant de m'occuper de mon travail et du reste qui m'entoure. Donc ça fait du RH un un vrai gardien, un vrai berger, sans rentrer évidemment dans un discours un peu trop imagé, mais c'est quelqu'un qui a une connaissance des règles de l'entreprise, une connaissance du droit, ou s'il n'a pas l'information immédiatement, il sait où aller la chercher, Mm. et grâce à cela, il va être en capacité de proposer un système d'arbitrage, un système d'orientation pour veiller à ce que l'environnement soit le mieux équilibré. Donc, en résumé, il a une capacité de recul, il voit à 360, c'est le gardien des règles et du cadre, et il aide à sortir de l'isolement. Voilà, voilà une réponse peut-être un petit peu inhabituelle par rapport au rôle du RH, mais qui me paraît être intéressante par rapport au prisme de la santé mentale. Je ne sais pas ce que tu en penses, Camille. C'est ce que j'allais te dire, et c'est aussi l'objet de ce type de session, c'est de vous apporter des éléments qui cassent peut-être un petit peu les codes de ce que l'on peut entendre au quotidien dans les bonnes pratiques. L'idée, c'est de vous donner aussi des techniques assez simples. Et moi, quand je t'entends sur l'isolement, ça me fait penser, en tant que père de famille, de jeunes enfants, et bien. Moi, on m'a appris aussi que voilà, on laisse pas un enfant qui se sent pas bien ou qui pleure seul. Quelqu'un qui va être triste, un enfant qui va être triste, qui va avoir une capacité à gérer ses émotions, évidemment beaucoup moindre qu'un adulte. Et bien voilà, moi j'ai appris aussi récemment en tant que jeune papa, bah, que le plus important finalement, c'était de ne pas les laisser dans cet isolement. Et finalement, ce que tu expliques, c'est que bah, votre rôle aussi en tant que RH, ça fait ce petit clin d'œil aux enfants de dire voilà, d'essayer d'avoir une capacité de connaissance des équipes et de pouvoir identifier les personnes qui peuvent être dans cette situation. Et finalement, ça donne un rôle, je trouve, qui est assez concret. Et qui donne bien voilà, la distinction, hein. Je me fais une auto-transition avec la prochaine question sur le rôle des managers, si ça veut bien s'afficher, qui est que justement, voilà, ayant posé ce fondamental sur la partie des ressources humaines, quel est le rôle concret, cher Xavier, bah, des managers hein, qui sont, comme tu l'as dit, pas des spécialistes du métier et qui ne sont pas pour le coup les architectes de l'entreprise dans la prévention de la santé mentale. Et surtout, chose évidente qu'on a souvent tendance à oublier au travail, c'est que ce sont aussi des êtres humains. Alors,
Évidemment, c'est un peu facile de dire ça, mais si vous voulez, le manager, il est pris entre la demande de ses collaborateurs et la demande de sa direction qui lui demande évidemment d'obtenir des résultats. Et quelquefois, il est au milieu de ces deux pressions qui ont du mal à s'accorder parce que évidemment la direction elle a une vision stratégique et globale de son entreprise et quelquefois elle met le curseur, la barre des objectifs, de l'attente des résultats à un endroit qui est peut-être pas toujours parfaitement compatible avec la production des collaborateurs. Et donc cette position fait que notre manager, il peut se retrouver seul. Et donc, avant de penser aux autres, eh bien, dans la prévention santé, eh bien, le manager est un des acteurs de l'entreprise qui est, comment dirais-je, sollicité par le risque. C'est-à-dire qu'il doit toujours veiller à ne pas s'isoler. Et dans son mode de fonctionnement, avec ses collaborateurs, dès que les collaborateurs ils ont un problème, chef, on fait comment? Chef, c'est toi qui sais, c'est toi qui fixes les objectifs, tu nous aides. Et quelquefois, parce que c'est l'urgence des situations, parce que c'est les priorités qui le demandent, eh bien, il va prendre des risques et des initiatives. Ça fait partie de son travail, c'est tout à fait normal. Mais dès que on va aller sur des questions de santé au travail, il va avoir besoin d'aide et pour lui et pour ses équipes. Et c'est là où c'est très, très intéressant de se dire que le manager, c'est une personne qui va aller s'entourer, comme tout le monde, pour pouvoir réaliser sa mission. Et donc, son rôle, eh bien, avant même d'aller vers la production, c'est de veiller à ce que tout le monde soit en bonne santé. Parce que s'il n'y a pas de bonne santé, d'abord, on est hors la loi, et puis aussi, surtout, on ne peut pas faire son travail. Donc, s'il est limité au niveau des questions santé, on ne va pas lui demander d'être médecin ou d'être psychologue, comme je l'évoquais au départ. On va l'inviter à tout de suite aller chercher des personnes, chercher une expertise qui vont lui permettre d'orienter s'il observe avec son intuition que les uns et les autres vont plus ou moins bien. Voilà. Le grand, grand danger qui menace le manager, c'est de faire des diagnostics Mm. avec un vocabulaire qui vient de son parcours personnel et qui, quelquefois, il n'a pas la même définition que son voisin et puis peut faire naître une espèce de controverse ou une incompréhension. Donc, son job fondamental, c'est j'agis sur la charge du travail. J'agis sur le sens que je donne au travail, sur le management que j'injecte auprès de mes équipes pour faire en sorte que personne ne soit en danger, dans risque dans sa santé mentale. Voilà, sans être un médecin et sans un psy. Mais vous voyez, j'ai commencé mon discours de manière un petit peu originale, dans le sens où j'ai dit, un, lui-même, il faut qu'il se connaisse, qu'il ne se mette pas en isolement et en danger. Deuxièmement, ça lui donne les réflexes de regarder autour de lui si les gens vont bien ou pas, avec son intuition, et pour ça, il va veiller à est-ce qu'ils ont un comportement qui change de l'ordinaire. Et là, tout de suite, eh bien, son rôle, ça va être de dire, soit je m'oriente vers des actions managériales, et je vais essayer de travailler une fois de plus sur la charge, le sens et encore d'autres choses, soit je n'y arrive pas, et à ce moment-là, je ne vais pas me mettre dans un rôle qui n'est pas le mien, je vais aller chercher de l'aide pour pouvoir ensemble se dire qu'est-ce qu'on fait dans cette situation. Voilà, c'est un petit peu une approche du rôle du manager d'aujourd'hui qu'on pourrait appeler le manager vigilant. Hein, Mm. par exemple, Camille, si on faisait le Ouais. lien avec tout à l'heure.
Ouais, tout à fait. Ça fait un bon écho avec la vigilance que tu as abordée tout à l'heure. Et du coup, dans le cadre là que tu évoques, dans la posture du manager, bah, pour le coup, sans être psychologue ni médecin, l'idée c'est de pouvoir, en revanche, lui donner des outils ou des bonnes pratiques pour qu'il puisse justement bah, agir hein, dans ces situations, toujours sans tomber dans des travers, dont l'intrusion, dont le côté médical. Encore une fois, on le rappelle, mais qui n'est pas son rôle. Donc, quels sont, selon toi, les bons outils ou pratiques que tu recommanderais? Alors, donc il y a deux grands domaines. Il y a un domaine qui est cette intuition et cette confiance en lui. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils doivent devenir docteur ou psy, mais qu'il ait confiance en lui pour aller à la rencontre de l'autre et pour lui dire comment tu te sens. Et ça, il faut quand même aujourd'hui un minimum de connaissances autour qu'est-ce que c'est que des émotions, pourquoi de temps en temps on peut péter les plombs, si je me permets l'expression, briser un câble, être barré de la tête, disjoncté. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On en connaît tous des tas d'expressions parce que elles font partie de la vie. Et elles sont souvent liées à la surcharge de travail, à des tensions interpersonnelles. Bref, il y a des risques que l'on peut repérer. Mais lui, pour avoir confiance en lui, il lui faut un minimum de connaissances. Comment je fonctionne et à partir de là, comment fonctionnent les autres. Donc ça, ça s'apprend. Et puis, ça s'apprend notamment autour de deux grandes compétences qui sont liées à ce qu'on appelle la relation d'aide en entreprise. Ça veut dire que de temps en temps, le manager ou le collaborateur, quel qu'il soit, c'est vrai que mon discours, il est très axé manager, mais il s'adresse à tout le monde, hein. Quel que soit si je suis face à un conflit ou à une tension émotionnelle, est-ce que je parle de la même manière que d'ordinaire ou est-ce que j'adapte mon discours? Et là, nous, chez Montmartin, en tous les cas, on a pris le parti de parler de relation d'aide. Et quand je me mets dans une posture de relation d'aide, je vais soutenir cette posture par deux compétences personnelles, hein, ce qu'on appelle les soft skills. D'une part, la notion d'écoute active. euh, et là aussi, on a tous intuitivement une idée de ce que c'est, mais ça s'apprend, l'écoute active, avec derrière des notions de reformulation de différents types, etc. Et puis la notion d'empathie. Alors là aussi, c'est un sujet intéressant parce que l'empathie, à force de travailler sur le terrain, je réalise que à chaque fois que je pose la question, c'est quoi l'empathie? Eh bien, en entreprise, on me donne toujours que 50% de la définition. Et c'est assez étonnant parce que c'est un mot qui est très actuel, très employé. Alors quand je dis, mais ça veut dire quoi l'empathie? On me dit, bah oui, c'est se mettre à la place de l'autre. Bah, bien sûr, c'est totalement vrai. Alors après, il y a des différentes, comme en niveau de détail, on me dit, c'est ressentir ce que l'autre ressent, mais attention, sans tomber dans le jeu de dépendre de l'émotion de l'autre. Voilà, ça, c'est déjà des gens qui ont bien réfléchi l'affaire. Et puis là, je leur dis, mais dans quel but? Et là, je sais pas, pour l'aider. Et c'est là qu'est le piège. En fait, la notion d'empathie, c'est une vraie compétence dans la dimension où on se met à la place de l'autre pour lui donner les moyens dont il a besoin. Alors, juste une toute petite parenthèse, parce que je suis parti sur ce mot-là, pourquoi pas, mais c'est aussi pour montrer l'importance qu'on accorde à ces définitions. Euh, donc, par exemple, au niveau des soignants, vous avez une infirmière extrêmement compétente qui maîtrise son sujet parfaitement, qui va changer le pansement d'un grand brûlé. Et évidemment, ça fait très très mal. Et on demande au grand brûlé, comment tu mesures là sur une échelle de la souffrance l'acte qui vient de t'être donné. Allez, 7 sur 10. Et puis, cette personne, après, va faire à nouveau, la semaine d'après, le même acte, sauf qu'elle va le faire de manière empathique. Et là, déjà, on pourrait se dire, mais elle l'était déjà. Alors, on va voir comment activer cette compétence. Alors, par exemple, elle va rentrer, elle va lui dire, écoutez, je vais faire votre acte, dites-moi à quoi je dois être attentif. Dites-moi comment je dois le faire.
Et alors là, tout d'un coup, il va se nouer une relation, non pas que le patient va apprendre à l'infirmière à faire son travail, mais il va lui dire, écoutez, là, sur ce point précis, vous tirez tout doucement, et là, vous êtes très vigilante par rapport à cet acte-là, et puis là, vous pouvez y aller carrément franco parce que ça va plus vite et ça fait moins mal, etc. Et après avoir fait son acte, on demande à la personne, ben, en termes de souffrance, sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce que tu mets comme chiffre? Et là, on arrive sur des niveaux 5. Donc, c'est vraiment Mm. très intéressant de voir aussi cette notion d'empathie comme une compétence qui peut se traduire dans la communication à l'autre. Et le jour où j'ai quelqu'un en face de moi au travail qui est en difficulté ou qui vient se plaindre ou quelque part vider son sac, etc., eh bien, c'est intéressant d'armer les collaborateurs Mm. avec ces techniques pour pouvoir faire face. Et puis le deuxième grand sujet pour accompagner ces Mm. personnes dans le développement de leurs compétences, hein, mieux les armer, eh bien c'est évidemment tout ce qui va être autour des process management. Est-ce que il y a des réunions régulièrement posées, des one-to-one comme on dit, des Mm. réunions collectives, des rituels, Mm. des espaces pour pouvoir échanger au-delà du travail et du résultat sur l'efficacité collective. Tous Mm. ces éléments-là, on les voit de plus en plus apparaître dans les entreprises et c'est ça ce qui soutient le collectif et l'individuel dans la durée. Et donc, c'est vrai que les managers d'aujourd'hui et de demain, ils ont un rôle d'accompagnant humain. Mm. Si peut-être avant le Covid, on parlait de manager coach avec une capacité empathique, là aussi, à accompagner le travail de l'autre, ben là, on va pas parler d'accompagner la santé de l'autre, mais de mettre en place des questions et un système de vigilance pour anticiper, bien sûr, que la santé ne se dégrade pas, mais surtout l'adaptabilité au travail pour que ça se passe de la manière la plus sereine. Voilà. Mm. Ce qui est très intéressant, merci pour ces illustrations. Je ne connaissais pas l'anecdote du grand brûlé, mais je trouve que c'est très parlant et c'est comme ça, voilà, que ça permet de bien comprendre les concepts. Et moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu exposes, c'est un petit peu comme le comment ça va versus comment tu te sens dans ton corps, dans ta tête, etc. Bah, c'est dans la capacité à poser les bonnes questions au bon moment. Et finalement, c'est là on rentre dans un petit peu de technique et c'est ce qui va faire toute la différence pour vos équipes dans la capacité à gérer des situations qui vont être plus ou moins compliquées. Le troisième volet, cher Xavier, donc une fois maintenant qu'on a posé notre architecte et puis du coup nos managers en tant que voilà, qu'accompagnateur des collaborateurs, il faut aussi pas oublier que finalement, on a, nous, hein, des situations clients, on a même des collaborateurs qui peuvent être eux-mêmes des acteurs à la fois détecter des situations, mais qui peuvent être aussi des fois dans un sens inverse à ce que l'on pourrait imaginer, c'est-à-dire qu'ils peuvent être aussi à la source de situations de tension pour leurs managers ou pour leurs équipes. Donc la sixième question avant de synthétiser toute une stratégie, c'est comment est-ce que un collaborateur peut faire, voilà, sans parler du manager ou du RH, dans son quotidien sur ce volet-là. Alors là, on revient sur le tout début de notre échange, c'est-à-dire Mm. oser s'autoriser à dire un peu plus que comment ça va, mais comment tu te sens, avec derrière une connaissance de qu'est-ce que c'est qu'être bien dans ses baskets, qu'est-ce que c'est qu'être bien dans sa peau au travail, en équilibre, en harmonie, chacun le dira avec son vocabulaire, peu importe. On décomplexe tout cela et on invite Monsieur Tout le monde, sans distinction de rôle, de mission, de rang hiérarchique, à observer ce qui l'entoure, non pas avec des paramètres techniques, mais avec une confiance dans son intuition. Et puis, il y a aussi avoir une connaissance de la loi,
Parce que la loi, elle dit qu'on soit en entreprise ou ailleurs, ben, on doit Mm. porter assistance à une personne en danger. Et donc déjà, repérer quelqu'un qui est pas dans ses baskets, pas bien dans sa peau, je prends le contraire de ce que je disais avant, ben, on le ressent tous. Et si jamais on se trompe, ben on n'en voudra jamais à qui que ce soit. Hein, on dira, ben on s'est trompé, voilà tout, mais au moins avoir donné l'alerte, c'est extrêmement important. Et je pense qu'il y a une dimension de responsabilité et d'autonomie qui permet aussi d'aider l'individu à fédérer autour d'un vrai projet d'entreprise qui intègre dans ce projet la qualité de vie au travail. Voilà. Donc, travailler sur la santé au travail, c'est pas forcément travailler que quand ça va pas, c'est aussi travailler sur veillons les uns les autres, sur les uns et sur les autres, pour prévenir si on voit la moindre chose qui sort de l'ordinaire. Et que ça a une vertu, ou plutôt on pourrait appeler ça un cercle vertueux. Voilà. Et toutes ces étapes franchies, voilà, nous on est convaincus évidemment chez Montmartin et avec Xavier que malgré un climat social et des tensions, on voit bien qu'il y a un tournant qui est en train de se passer dans les entreprises et dans la société. Et voilà, en tout cas, on œuvre au quotidien pour que le mot vigilance et que ces compétences puissent être acquises. Donc on espère déjà que ces premiers éléments concernant les parties prenantes de l'entreprise vous apportent quelques éléments. On va arriver du coup sur la dernière question que l'on avait préparée ensemble, Xavier, et vous êtes invité, si vous avez des questions, pour commencer à les préparer, à les poser dans le chat. Donc la septième et dernière question que l'on avait préparée, quelles sont les actions prioritaires à déployer en matière de sensibilisation et de formation, du coup, en termes de santé mentale? Mm. Euh, c'est assez intéressant la question, la dernière question que tu as posée, Camille, parce que elle va vers le collaborateur, un peu comme si on descendait un entonnoir et on se rend bien compte que l'affaire de tous. Et quelles sont les Mm. actions prioritaires à déployer? Bah, ce sont des actions qui vont toucher tout le monde. Et c'est vrai que Mm. quand on part dans une politique de qualité de vie au travail, de sensibilisation à la santé mentale, de prévention des RPS, peu importe l'axe avec lequel on rentre dans son entreprise, il y a vraiment l'importance de se dire ce travail sera pertinent quelque part, enfin totalement pertinent parce qu'il l'est, quel que soit le niveau où on rentre. Déjà, en parler, sensibiliser, c'est déjà gagner quelque chose. Mais si on arrive à mobiliser tout le monde autour du sujet, ben, on ouvre ce cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure. Alors après, nous, notre manière de travailler, ben, elle est un petit peu toujours la même, c'est-à-dire qu'on considère que il faut que le comité de direction soit porteur des projets, et que Mm. derrière, il embarque les managers, que ça soit évidemment validé et quelque part bien accompagné par les RH qui sont co-constructeurs de ces actions parce qu'ils connaissent souvent ces sujets bien mieux que nous et nous, on est là pour apporter quelques éléments de l'extérieur et organiser les idées avec peut-être un discours de temps en temps un petit peu scientifique, mais c'est vraiment un travail collaboratif. Et puis, il faut surtout aussi penser à informer les partenaires sociaux Mm. qui, eux aussi, sont très centrés sur ces sujets. Donc, après, pour pouvoir parler d'actions spécifiques, c'est souvent lié à la perception que l'entreprise a d'elle-même et ce qui va être pour elle le plus pertinent pour mobiliser ses équipes. Donc on peut rentrer par des enquêtes, par des baromètres, on peut aller vers des conférences de sensibilisation, on peut passer par des formations collectives, on peut aller par des traitements de problématiques individuelles. Si vous voulez, c'est dès qu'on a ouvert le sujet et qu'on a accepté d'en parler, de communiquer dessus, eh bien, on va rentrer dans un accompagnement qui va toucher trois grands éléments. Un,
on aura la santé au travail Hmm. sur les fondamentaux de la santé mentale. Et puis deux et trois, en parallèle, on aura soit un axe qui va parler, si tout va bien dans mon entreprise, ben, comment faire vivre la qualité de vie au travail et comment mettre en place des réflexes, des comportements, voire des process. Hein, je parlais de process management tout à Hmm. l'heure, qui intègrent cette notion de qualité de vie au travail pour prévenir. Soit on peut travailler sur la prévention des RPS en se disant s'il y a quelque chose qui ne va pas, ou en tous les cas s'il y a une suspicion, on n'est pas encore, puisqu'on parle de prévention dans le RPS, mais en tous les cas s'attaquer à quels sont les risques. Voilà. Tout à fait. Donc ça permet de faire office un petit peu de synthèse. Merci beaucoup pour ça, Xavier. Et on voulait finir par un cas client aussi qui permette d'illustrer finalement comment ça se passe hein, au sein des entreprises que l'on accompagne. Si la suite veut bien passer. A priori, non. Ah, ça y est, il y avait un décalage. Donc pour l'évoquer, peut-être succinctement, et je te laisserai compléter, cher Xavier. Oui. Donc on a pris l'exemple d'un client qui nous paraissait parlant, qui est spécialisé dans l'ameublement suédois, pour pas être trop précis. La demande du client était d'accompagner les équipes à la fois fonctionnelles, donc métier de siège, tous confondus, et évidemment l'ensemble des collaborateurs en magasin, sur tout le territoire. La problématique identifiée qui nous a été posée, c'est un enjeu de tension au sein des magasins et du siège, un besoin d'accompagner les équipes sur les volets de prévention santé, sur la posture justement hein, que Xavier évoquait, que ce soit en tant que RH, que directeur, que manager, et puis de pouvoir, quand ça arrive, gérer des situations difficiles. Donc on a construit avec ce client plusieurs objectifs, hein, dont comme on l'a rappelé aussi, connaître les fondamentaux en termes de santé mentale et de RPS, hein, que Xavier vous le disait à l'instant, qui sont imbriqués évidemment au sein de l'entreprise. Mettre en place un process de traitement des situations difficiles. On peut même après le documenter et le structurer au sein de l'entreprise. Et puis savoir désamorcer les tensions quand elles arrivent et adopter les bons réflexes. C'est une vraie culture et c'est des vrais automatismes. Je pense qu'on a pu évoquer là pendant la petite heure ensemble tout un tas de petites techniques et finalement, mis bout à bout, ça change complètement la donne sur le terrain. Et in fine, ce qu'on souhaite, hein, c'est pouvoir toujours se protéger émotionnellement, que ce soit individuellement ou en équipe, et puis de faire vivre une vraie QVCT. Je ne sais pas si Xavier, tu voulais compléter, peut-être étant intervenant encore sur ce client, peut-être. Oui, oui, oui. Alors, quelques mots là aussi en perspective, en prenant un petit peu de recul. Ce qui est très intéressant avec ce client, c'est que c'est un client qui a un public de collaborateurs intergénérationnels et Mm. avec quelquefois des cultures différentes. Donc, pour amener tout le monde dans le même sens, bien sûr, il y a des questions de santé, de management, mais au-delà de ça, se présentent aussi des sujets comme ça, interculturels, tout à fait riches. Et ce qui est intéressant, c'est que ce client évoque aussi le sujet de la fidélisation des collaborateurs, ce qui est très important encore plus aujourd'hui et demain, et que il constate que quelquefois certains collaborateurs font passer, et notamment les plus jeunes, la santé au travail, leur intérêt personnel, leur tension, si j'ose dire, émotionnelle, personnelle, avant même leur travail. Ça veut dire qu'en gros, s'il y a quelque chose qui ne va pas tout de suite, je suis prêt à changer d'entreprise Mm. plutôt qu'à vivre des situations de tension forte. Donc ça amène à réfléchir sur un management un petit peu nouveau. Et je pense que ce client est particulièrement précurseur sur ce terrain-là, Mm. parce que dans les animations de formation que j'ai le plaisir d'animer chez eux, il y a des sons de cloche différents entre les jeunes et les anciens qui marchent toujours très très bien. Et on sent une volonté de prendre soin de l'autre.
Et donc, c'est tout à fait passionnant de présenter ce cas client parce que d'un côté, il a une complexité dans sa dimension internationale, et puis de l'autre, il a sa simplicité qu'à travers une culture de la qualité de vie, eh bien, on peut voilà, stimuler cette vigilance des uns envers les autres, et que ça, finalement, quand moi j'arrive et je raconte mon histoire, enfin notre histoire, Camille, c'est-à-dire la prévention selon Montmartin, eh bien, la plupart des gens connaissent déjà notre discours. Et ce qui est pertinent, c'est de se dire, bah, prenons des cas concrets, prenons votre réalité d'entreprise. Désolé, là, j'ai lâché un mot un peu psy, j'ai pas pu m'en l'empêcher. Euh, et, Ça arrive, et, et, Xavier. et explorons-la ensemble. Et puis, moi, je vous propose des repères, je vous rappelle ce que dit la loi, de façon à ce que vous ayez des référentiels incontournables, sans que vous soyez psy ni médecin. Et puis, si vous ne savez pas comment vous y prendre, ben, au moins, vous avez un mode opératoire. Voilà, donc c'est ce que je peux dire en quelques mots, parce qu'évidemment c'est extrêmement riche, il y aurait plein de choses à raconter, mais particulièrement sur ce client à la couleur que tu as évoquée. Voilà, je ne sais plus si tu avais parlé de couleur, je me suis dit mince, je vais dire Non, la couleur, je ne vais pas j'ai me... parlé de pays, mais je pense que ça Voilà, parle à tout le monde quand même. Euh, voilà. En tout cas, je voulais te remercier chaleureusement, Xavier, pour ta très belle intervention. Et donc, on arrive sur la fin et évidemment les solutions que Montmartin propose, hein, en réponse à tous les enjeux qu'on a pu évoquer pendant l'heure. Donc, ça passe par plusieurs formats, dont le format de formation à la journée. Comme l'a très bien dit Xavier, chaque cas est unique. Voilà, chaque entreprise est unique. Donc, on a évidemment construit des trames qui nous paraissent être des structures puissantes, quelle que soit la situation. Et après, on a une capacité, hein, nous, on travaille avec toute une équipe projet en interne, de pouvoir peaufiner le déroulé de l'intervention, de pouvoir prendre en compte aussi vos process, votre Voilà. culture, votre wording. C'est vraiment important pour qu'aussi les collaborateurs qui participent, ils se disent, OK, Oui, je suis pas sur du générique que je trouverais sur YouTube. On est vraiment sur quelque chose qui est complètement adapté à mon co-construit. entreprise. Voilà. Et co-construit, c'est un vrai travail d'équipe. Et on a après, donc, en première intention aussi, tout le volet sensibilisation, plutôt sous forme d'atelier. Donc, je vous partage toujours dans le chat le catalogue public que l'on a déployé il y a très peu de temps, sur lequel vous pouvez voir l'entièreté de ce que l'on propose. Si vous souhaitez aller plus loin, nous sommes disponibles et vous avez aussi la possibilité de vous créer un compte directement sur la plateforme que je viens de vous partager. Je vous partage aussi tout de suite, hop, j'enchaîne mon agenda pour ceux qui souhaiteraient prendre un rendez-vous de 30 minutes, hein, déjà de premier cadrage, premier échange sur votre projet. Et puis, bah, comme promis au départ, il est 12h29. Bravo à nous deux pour ce timing respecté. On reste à votre disposition, on reste connecté pour celles et ceux qui auraient des questions euh, à poser. Voilà. Et si vous souhaitez qu'on prenne un temps d'échange, bah, évidemment, à votre disposition. Merci encore à tous pour votre attention et être restés jusqu'au bout de ce bel échange. Merci à Merci toi, beaucoup. Camille. Merci. Merci à tous. Merci. Merci, Merci c'était beaucoup. très Bonne journée. intéressant. Ah bah merci pour ce partage. Je comprends. Et je suis curieuse parce que du coup, je fais partie de ce client suédois. Oui, oui. Et Aux couleurs du non coup, évoquées. voilà. Et donc, du coup, j'aurais voulu savoir, c'est au niveau du siège ou c'est un magasin en particulier qui a fait appel à vous? Parce que je sais qu'on avait travaillé avec vous au niveau du siège et tous les magasins. Il y a quelques années où vous étiez Oui. intervenu pour faire plusieurs ateliers. Mais du coup, là, sur le cas que vous dites, c'est un Alors, c'est magasin les en deux. particulier? C'est C'est les les deux? deux. Ouais, en Ok. fait, si vous voulez, pour vous la faire simple, hein, on a commencé par le siège, mais il y a un accord au niveau de l'ensemble des magasins. Donc, on a déjà déployé dans à peu près un quart des magasins. Ok. Donc, à votre disposition, si vous souhaitez, merci de votre prise de parole. Si vous souhaitez qu'on se prenne un créneau, Ok. avec grand plaisir. On a en plus Et, le retour maintenant des premiers magasins qui sont passés sur ces sujets-là.